la douceur unique qu'apportent les 2 agents assouplissants de Soupline. Enfin, comme tous les experts, il rend son verdict. Les experts préfèrent Soupline. Tiens, la bêcheuse du 5e. Le Playboy de 2e. D'abord un bon café. Nescafé spécial filtre. Son arôme est si riche qu'il est impossible de ne pas le partager. Nescafé spécial filtre. Prenez la vie avec arôme. Unique, le gel douche Camay est un véritable soin au collagène. Son savon, au pH neutre pour la peau. Il maintient l'hydratation naturelle de la peau, même sur votre visage. Pour une douceur irrésistible. Camay, gel douche au collagène. Moi, j'adore les matins rigolos, les petits déjeuners un peu fous. Mais là, vos pétales, ils ont l'air de s'ennuyer, hein. Faudrait peut-être qu'ils prennent des vacances. J'aime bien les choses simples, sans blabla. Mais là, j'ai l'impression que vous avez fait un peu fort dans la simplicité. Ça croustille. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Bien le coup des pétales, hein. Simple. Et bon. On va se régaler, hein, Justin? Ouais. Kellogg's Cornflakes, tout simplement. Je me souviens, son parfum délicat flottait sur l'air chaud. Et la mer, elle s'y est jetée tout habillée. Son parfum, c'est Free Spirit d'Impulse. Elle m'a juré qu'il y avait un jardin au fond de la mer. Et cette nuit-là, je l'ai trouvé. Free Spirit, le nouveau parfum d'Impulse. Voici les mitonnets de Whiskas. De délicieuses bouchées de viande accompagnées d'une sauce irrésistible. C'était les mitonnets de Whiskas. Les mitonnets, la nouveauté de Whiskas. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé. Pellicule, cheveux ternes. Et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane. Un complexe unique, riche en extraits naturels. Chaque matin, en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu, élimine les pellicules, ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire. Vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, lotion Pétrolane. Et aujourd'hui, pour les cheveux gras, nouvelle lotion séborégulatrice. La quarantaine, c'est génial. J'ai envie de tout essayer, tout vivre, tout voir. Et bah loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah je vois rien. Ah bah elle est partie. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans. Papa! Essilor a créé les nouveaux Varilux, les verres pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Moi, j'ai choisi la perfection. Mascara volumissime de L'Oréal Perfection. Il double instantanément le volume de mes cils. Mascara volumissime. Innovation de la recherche L'Oréal, sa brosse haute technologie sépare chaque cil et l'enrobe d'un complexe vitaminé épaississant. Résultat des cils plus forts, incroyablement épais, sans surcharge. Pour moi, c'est ça la perfection. Mascara volumissime de L'Oréal Perfection. La perfection du maquillage, le soin en plus. Pour sa première émission de rentrée, Jean-Marie Cavada reçoit dans la marche du siècle M. Boutros-Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU, en direct de Genève. De Sarajevo à Mogadiscio, du Liban au Cambodge, quel peut être aujourd'hui le rôle de l'Organisation des Nations Unies? Gendarme du monde, gardien de la paix? De quelle autorité, de quelle influence dispose le secrétaire général des Nations Unies? M. Boutros-Boutros-Ghali répond dans la marche du siècle, mercredi 1er septembre, 20h45, sur France 3. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de pêche depuis hier. Toine, le bossu assassin. Comment il me prend le cœur? À toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien. Je n'aimerai jamais que toi.
L'essentiel de l'actualité, présenté par Christine O'Krent. Tout de suite, le soir 3. Vous l'attendiez tous. Hey! Offrez-vous humour, musique et tendresse avec le livre de la jungle. Le grand classique de Walt Disney en vidéo pour la première fois. Eh bien, qu'est-ce que tu attends là? À voir et à revoir en famille. Hey! Ba ba ba, mini mini, oh mini baby ba, mini c'est toi qu'on aime, mini mini, tu joues avec nous, tu es plein de vie, tu es vraiment drôle, que tu nous donnes envie, oh mini baby ba, mini mini. Mini Babybel, le b.a.-ba de la bonne humeur. Bien-être présente Douche Vitale, un grand soin actif aux essences naturelles de plantes. Jour après jour, avec Douche Vitale, ma peau est souple et douce. Elle reste vraiment hydratée. Douche Vitale aux essences naturelles de plantes tonifie, revitalise. Avec Douche Vitale, je me sens si bien. Douche Vitale, et aujourd'hui Douche Vitale relaxante et peau sensible, un grand moment de bien-être. Pourquoi faire de la publicité pour les fromages de Hollande? Ils ont déjà tellement de succès en France. Allez, coupez. J'ai dit couper. On dirait que ta réunion s'est bien passée. Non, plutôt mal. Alors c'est ta partie de golf qui t'a mis en forme. Tu sais bien que je joue le jeudi. Tu pensais à quelqu'un d'autre? T'es folle. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? J'ai essayé une nouvelle voiture. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais l'acheter. Volvo 850, la plus méditerranéenne des Suédoises. Je regardais mon père avec de grands yeux. Des yeux pleins de joie. Des yeux pleins de rire. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. On est tous vaches qui rient. Sacré vache qui rit. La quarantaine, c'est génial. J'ai envie de tout essayer, tout vivre, tout voir. Et bah loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah je vois rien. Ah bah elle est partie. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans. Et Silor a créé les nouveaux Varilux, les verres pour tout voir, très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux des Silor. Rivoire et Carré présente le kilo malin. Pourquoi malin? Chez nous, on est sérieux, pas malin. 1 kilo divisé en 4 pour être plus pratique. Tu vois, non pas qu'eux aussi se mettent en 4. Non, c'est malin. Pâte Rivoire et Carré en kilo malin. Eh ben, si on avait été des femmes, on y aurait pensé plus tôt. Tu as remarqué toutes ces pubs avec de la musique classique? Tiens, c'était la pub Vania, ça. Verdi, la Traviata. La pub se la joue classique. Les chefs-d'œuvre du classique joués en publicité. C'est Dossi, j'y vais aussi. Moi aussi. Dossi, c'est Dossi, j'y vais aussi. Voici lumière de Dulux Valentine, diluable à l'eau, sans odeur, à haut pouvoir couvrant. Lumière de Dulux Valentine capte la lumière comme probablement jamais une peinture ne l'avait fait. Lumière de Dulux Valentine, la lumière existe désormais en pot. Voici les mitonnets de Whiskas. De délicieuses bouchées de viande accompagnées d'une sauce irrésistible. C'était les mitonnets de Whiskas. Les mitonnets, la nouveauté de Whiskas. C'est tout de même pas facile de tuer un homme d'un coup de couteau au cœur la nuit dans un coin sombre. Qui a tué Boris Valberg? Je suis venu vous rassurer sur le sort de votre fille Sylvie. Elle est dans mon bureau du Quai des Orfèvres. La police enquête dans le milieu. Les soupçons se portent sur quelques truands notoires. Interrogé, le docteur Terran dispose d'un parfait alibi. La roue a tourné, professeur.
Mardi 20h45, Docteur Terran. Enquête sur un homme au-dessus de tout soupçon sur France 3. Le gouvernement israélien examine en ce moment même le projet d'accord avec l'OLP, le tout premier en un demi-siècle de conflit. Un accord par étapes qui prévoit d'abord l'autonomie de Jéricho et de Gaza et qui provoque en Israël, mais surtout du côté palestinien, la colère des extrémistes. La paix au Proche-Orient est-elle vraiment en route ? L'analyse et le point de vue de deux experts, Ilan Grel-Samer, politologue israélien, et Bruno Etienne, professeur à Aix-en-Provence. Bonsoir. On croyait le processus enlisé dans d'interminables arguties entre les délégations qui, depuis près de 2 ans, depuis Madrid, se rencontraient en vain. D'autres négociations, les vraies, étaient en cours dans le plus grand secret. Pour la première fois, ils réunissaient en Norvège, à Oslo, ces dernières semaines, des émissaires de Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, et des représentants de Yasser Arafat. Aujourd'hui, c'est officiel, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, ce soir même, fait examiner par son gouvernement le tout premier projet d'accord avec la centrale palestinienne. Xavier Bodin-Hulin. En réunion extraordinaire ce soir, le gouvernement israélien doit donc dire oui à l'accord Gaza-Jéricho d'abord. Autonomie complète pour les Palestiniens dans ces 2 zones, autonomie limitée dans le reste de la Cisjordanie. Le projet sera présenté demain à la délégation palestinienne à Washington où reprennent les négociations de paix. L'accord historique réveille les opposants, la droite israélienne, le Likoud est contre. Et ce soir, ici, plusieurs centaines de colons juifs ont manifesté devant la présidence du Conseil, l'accusant de brader la Cisjordanie et la bande de Gaza à l'OLP. Réaction encore plus vive du côté des extrémistes palestiniens. Ainsi, le FDLP menace Yasser Arafat de mort, tandis que le mouvement Hamas prédit une guerre civile entre Palestiniens. Le chemin est difficile, mais c'est le bon. Le temps est arrivé de prendre des risques pour la paix. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre Yitzhak Rabin devant la coalition gouvernementale. Il a reconnu implicitement que les 14 rencontres secrètes à Oslo avaient eu lieu directement avec l'OLP. La voie vers la paix est assurée, a-t-il conclu. Il espère une signature dans la semaine. Il se rendra à Washington dimanche prochain. Pourquoi maintenant ? Pourquoi Rabin et Arafat ont-ils aujourd'hui un intérêt commun à enclencher le processus de paix ? Comment vont réagir les Israéliens, les Palestiniens et tous ceux dans le monde arabe qui, avec plus ou moins d'hypocrisie, affirmaient défendre la cause palestinienne ? Rendez-vous tout à l'heure avec 2 des meilleurs connaisseurs du Proche-Orient, Bruno Etienne et Ilan Grel-Samer. Au Maroc, on la présente déjà comme la 8e merveille du monde. Le roi Hassan II, en ce moment, inaugure la grande mosquée de Casablanca, symbole de l'islam dans sa majesté et son harmonie, rempart aussi contre des excès qui agitent les pays voisins. 5 morts aujourd'hui encore en Algérie. Isabelle Billet, Xavier Bodin-Hulin. Si ce n'est pas le plus vaste édifice religieux du monde, c'est en tout cas le plus haut, avec un minaret qui culmine à 200 mètres. Autre singularité de cette mosquée, elle a été construite en grande partie sur l'océan Atlantique. L'architecte est français, Michel Pinceau, et il a déjà réalisé plusieurs édifices pour le compte du roi Hassan II. La construction de la mosquée a duré 6 ans, elle a coûté environ 3 milliards de francs, une somme recueillie par souscription publique. L'inauguration a lieu en ce moment même, jour anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Ouverture d'une information judiciaire pour coups et blessures volontaires suite aux affrontements de samedi au Parc des Princes entre supporters et forces de l'ordre. 10 CRS ont été blessés. Pour trouver une solution au problème posé par les hooligans du PSG, plusieurs réunions sont prévues cette semaine, la première demain, autour du ministre des Sports. La SNCF boudée par les voyageurs, en 3 mois elle a perdu 9% des usagers. La disgrâce est confirmée par un sondage. 51% des Français sont mécontents des services proposés. Ils pensent que le train est devenu trop cher, pas assez pratique. Et c'est le système de réservation Socrate qui est mis en cause. Un projet de loi pour l'audiovisuel, il sera présenté au Parlement à l'automne par le ministre de la Communication Alain Carignon. Introduction possible d'une seconde coupure publicitaire dans les fictions. Possibilité pour un actionnaire de posséder plus de 25% d'une chaîne. Et puis allongement de la durée du mandat des présidents de chaînes publiques et augmentation de 4% de la redevance. 4e et dernière étape de la course du Figaro. Le premier à 5 Portrieux s'appelle Éric Drouglazé. Mais c'est Dominique Vittet, arrivé ici 10 minutes plus tard, qui l'emporte au classement général. À 35 ans, il signe là sa première grande victoire.
C'est une guerre de 100 ans et depuis un demi-siècle, sur une terre toute petite, gorgée de religion et d'histoire, au cœur d'une zone longtemps stratégique, elle a empoisonné les consciences et les relations internationales. Entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, un projet d'accord existe. Il est officiel depuis aujourd'hui et il prévoit comme une première étape vers la paix l'autonomie de Gaza et de Jéricho. On a du mal à y croire tant on s'est tristement habitué à la haine et à la langue de bois des deux côtés, tant surtout la route de la paix a été longue. Un peu de mémoire grâce à Marie-Odile Pagnès. Palestine, une terre 2 fois promise. Aux Juifs lorsque Lord Balfour en 1917 propose d'y créer leur foyer national. Aux Palestiniens, la Grande-Bretagne leur faisant miroiter une possible indépendance. Mais la Seconde Guerre mondiale bouleverse les données. Les Juifs émigrent massivement en Palestine pour fuir les persécutions nazies. En 1947, l'ONU propose le partage de cette terre en 2 États, l'un juif, l'autre arabe. Un an plus tard, Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Mais une coalition de 7 nations arabes préfère la guerre à la reconnaissance. 3 autres conflits suivront. 1956, opération Canal de Suez. 1967, guerre des 6 jours, 1973, guerre du Kippour. À chaque fois, la victoire israélienne. À chaque fois, l'État hébreu consolide sa position politique et sa suprématie militaire. Ses troupes occupent Sinaï, Cisjordanie, Golan, bande de Gaza et Jérusalem-Est, malgré la résolution de l'ONU prise dès 1967 qui exige le retrait des territoires contre la paix. Fin 1973, une première conférence de paix est organisée à Genève, sans résultat. 4 ans plus tard, le premier pas arabe, le président égyptien Anouar el-Sadat se rend à Jérusalem. L'année suivante, il signe avec Menachem Begin les accords de Camp David. C'est la paix entre l'Égypte et l'État hébreu. Israël se retire du Sinaï, mais la deuxième partie de l'accord qui prévoyait l'autonomie des territoires occupés ne sera jamais appliquée. Les affrontements se multiplient entre Palestiniens et Israéliens. En décembre 87 commence l'intifada, la guerre des pierres. 1988, Yasser Arafat, chef de l'OLP, reconnaît à Israël le droit de vivre en paix et renonce officiellement au terrorisme. Il peut ainsi devenir un interlocuteur aux yeux des Américains. Mais Israël refuse tout plan de paix jusqu'à ce que la guerre du Golfe ne change une nouvelle fois les données. Au nom du nouvel ordre mondial, Washington pousse les pays du Proche-Orient à négocier. Pour la première fois, Juifs et Palestiniens sont assis à la même table lors de la conférence de Madrid en octobre 91. Mais il aura fallu 22 mois, l'affaiblissement de l'OLP, l'élection des travaillistes en Israël et des contacts secrets pour qu'enfin les deux adversaires s'entendent sur des propositions concrètes pour la paix. Ilan Grell-Samer, bonsoir. Vous êtes israélien, professeur de sciences politiques. Vous avez coordonné aux éditions Autrement un remarquable petit ouvrage qui s'intitule « Repenser Israël ». Pourquoi Israël, d'après vous, accepte-t-il maintenant, en cette fin d'été 93, ce que l'État hébreu a si longtemps refusé, c'est-à-dire le contact direct, ouvert, officiel avec l'OLP? Je crois que le désir de paix en Israël a toujours été présent. Il l'a été par le passé, aujourd'hui encore. Mais il y a une conjoncture très favorable qui s'est dessinée et qui a suscité les événements auxquels nous assistons aujourd'hui. D'abord la victoire des travaillistes, évidemment, lors des dernières élections. Et puis le sentiment qu'un certain nombre de choses changeaient à l'intérieur de l'OLP, à l'intérieur du camp palestinien. En particulier cette surprise des derniers temps qui nous a montré à nous Israéliens que la centrale palestinienne, la direction de l'OLP, Yasser Arafat, pouvait être même plus modérée que la délégation des Palestiniens de l'intérieur. Ce qui a permis à Shimon Peres, le ministre israélien des Affaires étrangères, de dire pratiquement en ces termes, eh bien oui, l'OLP, ce sont des hommes comme nous, ce ne sont pas des monstres, et au fond, les Palestiniens de l'intérieur, eux, ne sont moins représentatifs qu'on ne le pensait. Tout à fait, et je dois dire que c'est quelque chose d'éminemment nouveau pour nous, Israéliens, le fait d'avoir découvert qu'un credo fondamental en Israël, on pensait que les Palestiniens de l'intérieur des territoires seraient plus modérés en tout état de cause, eh bien ce credo-là n'était pas juste et nous l'avons réalisé. Bruno Etienne, votre réaction, vous enseignez à Aix-en-Provence, vous êtes l'un des meilleurs experts français du monde arabe. Vous étiez il y a quelques semaines à Jérusalem, à Gaza. Pourquoi Yasser Arafat accepte-t-il aujourd'hui ce que les Palestiniens ont si longtemps refusé, c'est-à-dire une négociation partielle, par étapes, avec Israël?
Oui, il y a toute une série de raisons, donc je ne vais pas reprendre celles qui ont été dites par mon collègue, bien que je ne sois pas d'accord avec la dernière sur les Palestiniens de l'intérieur seraient plus radicaux. Je crois que c'est pas une très bonne analyse. Si vous voulez, on y reviendra. Non, il y a une raison essentielle, c'est la fin de la guerre froide Est-Ouest, et en particulier que les Américains n'ont plus du tout les mêmes intérêts stratégiques et que les Israéliens ont les premiers compris après la guerre du Golfe que leur salut ne dépendait plus absolument des Américains qui n'avaient plus aucun intérêt dans cette zone. Et Arafat ? Arafat, c'est un peu plus compliqué. D'abord, je dirais, pour faire une mauvaise comparaison, qu'il est comme notre cher président. Il se sort toujours de situations extrêmement complexes. Mais effectivement, il avait quelques éléments favorables actuellement. La presse et vous-même avez mis en avant l'opposition de quelques mouvements qui sont cantonnés au Liban. Je crois que l'OLP représente vraiment la majorité. Les débats l'ont démontré. Et que aussi bien Hamas que Jibril, par exemple, ne représentent pas grand-chose et pas de danger réel. Hamas et Jibril qui dès aujourd'hui donc ont très violemment condamné le projet d'accord. Jibril qui menace déjà Arafat de mort. Oui. Mais Monsieur Etienne, on ne peut quand même pas nier que Yasser Arafat est très affaibli, qu'il a beaucoup moins d'argent depuis la guerre du Golfe. C'est une des conséquences de la guerre du Golfe. Et là, je crois que l'Arabie Saoudite n'a pas très bien joué contre ses intérêts, même si je peux le dire. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans la même situation que nous, Français, en 61 avec l'Algérie. C'est la partie, non pas la plus modérée, mais la plus faible, qui est chargée de la négociation. Les comptes se régleront après sur le statut éventuel de l'État palestinien, comme ça s'est passé pour l'Algérie après 61-62. Beaucoup de gens ont insisté dans la presse, dans les médias, en disant c'est un événement historique. Moi, je crois que l'histoire ne sert à rien, parce que si vraiment elle servait à quelque chose, comme nous savons que nous allons aboutir à un statut de paix, et moi je pense à un État, autant ne pas perdre les 5 ans d'autonomie et se mettre tout de suite au travail. L'histoire, là, vraiment ne sert à rien, à mon avis. En tout cas, aujourd'hui, bien sûr, le choc est profond. Tout à fait. Tout à fait. Dans les rangs palestiniens, surtout. Pas tant que ce que vous le dites dans les médias français. Je ne crois pas. Ah bon, enfin, non, Monsieur Galsamer. Je crois qu'il faut insister effectivement sur le fait que dans les deux parties, il y a, comme j'ai pris l'exemple homothétique de l'Algérie, des gens qui vont résister pour des tas de raisons, mais qui sont beaucoup moins, à mon avis, importants que leur virulence le laisse croire. Oui, je voudrais ajouter quelque chose et dire à mon collègue, Monsieur Etienne, qu'il y a quelque chose de très important, en tout cas, à faire aujourd'hui, et qui est de repenser le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, en des termes nouveaux. Je pense ne pas ressasser l'Algérie, les conflits coloniaux. Non. Et, je disais, on se trouve dans la même situation. Non, il y a un certain nombre de choses. Tout ça, c'est du passé, c'est de la vieille analyse, le conflit Est-Ouest, la guerre froide, etc. Aujourd'hui, il se passe des choses nouvelles sur le terrain du Moyen-Orient. Il y a la montée assez terrible. L'autre argument. Il y a la montée assez terrible, effectivement, de l'intégrisme islamique qui fait peur, peut-être plus. Qui fait peut-être plus peur. En ce qui concerne l'intégrisme juif, il existe, mais il ne me fait pas peur. L'intégrisme musulman fait peur à d'autres qu'à moi-même, en particulier en Algérie. Rappelons-le. Il y a là quelque chose dont peut-être Arafat et la direction de la centrale palestinienne a plus peur que d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres aujourd'hui. Donc aujourd'hui, réaction très vive dans les rangs palestiniens opposés à Yasser Arafat, réaction aussi en Israël où les mouvements les plus durs, notamment parmi les colons, commencent à se mobiliser. Pierre Friedenreich avait rencontré quelques-uns d'entre eux dernièrement en Israël. Son reportage. Cet homme est en colère. Il annonce des jours sombres, il est prêt à tout et il menace. En faisant sauter les jambes du maire palestinien de Naplouse, j'ai déjà prouvé au gouvernement israélien qu'on pouvait faire le travail à sa place. Et attention qu'il ne touche pas à nos territoires. Ira Rapaport a juré, comme des centaines d'autres colons membres d'une organisation clandestine, de proclamer un État indépendant, l'État de Judée, sur toute parcelle de Cisjordanie et de Gaza que le gouvernement pourrait céder. Sans concession. Gershon Solomon, lui aussi, prend la Bible pour un catalogue de revendications territoriales. Et ne lui parlez surtout pas de conférences de paix ou de retrait.
Il y a un tragique précédent dans l'histoire. La formule de territoire pour la paix, c'est Hitler qui l'a employée le premier. Les Arabes sont des nazis contemporains, rien, on ne leur donnera rien. Mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents n'ont jamais eu de chez eux en 2000 ans. On les a éliminés comme des chiens, exterminés dans des fours crématoires. Mais l'exode prend fin ici. Cette terre, elle est à nous, elle est pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour toutes les généranes à venir. Lake Toriel est une provocation ambulante pour les 90 000 Palestiniens de Hébron. Un jet de pierre de la Casbah, protégé par l'armée, il a décidé avec 150 familles juives de vivre comme un saint ou un croisé, là où reposent Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Des terres pour les Palestiniens, un pays pour eux? Il y en a 21, ils ne sont pas obligés de réclamer nos maisons. Pourquoi ils ne vont pas en Arabie Saoudite? Ils sont riches là-bas. Shalom en hébreu, ça vient du mot shalem, complet. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas complet, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie paix. Sans territoire, c'est comme un homme sans cœur. Et un bout de leur cœur s'est déjà fendu. C'était en 1982, c'était le Sinaï qu'on leur arrachait. Après les accords de Camp David, l'évacuation des colons juifs de Yamit s'est faite par la force et sous la menace des armes israéliennes. Il y a 11 ans, l'insurrection de cette implantation et la résistance aux autorités étaient conduites par 7 hommes. Avi Faran, c'est lui. Et aujourd'hui, si cela recommençait, si vous deviez reprendre vos valises? J'y crois pas, c'est pas possible. Israël ne peut pas commettre la même erreur. Parce que tout le monde en Israël sait que c'est une erreur. C'est pas réaliste. Après Yamit, Avi Faran, sa femme et ses 2 enfants habitent désormais une spacieuse maison d'Alaï Sinaï, une colonie plantée sur des dunes de sable le long de la Méditerranée. Le paradis? Pas vraiment. Alaï Sinaï se trouve dans la bande de Gaza, Gaza la poudrière, enjeu des négociations de paix, et c'est pour cela qu'ici, ils ne sont peut-être qu'en sursis. D'ailleurs, quel peut être l'avenir de 7000 Israéliens dans cette enclave, où vivront en l'an 2000 près d'1 million de Palestiniens? Ilan Grell-Samer, il y a des réalités nouvelles en Israël, dites-vous. Il y a aussi ces gens-là, ces irrédentistes. Jusqu'à quel point l'opinion, qui d'après les sondages est majoritairement pour les projets du gouvernement Rabin, jusqu'à quel point l'opinion peut-elle être sensible à l'obstination des colons et des extrémistes? Bon, il y a une minorité en Israël qui n'accepte pas la négociation avec les Palestiniens, qui n'accepte pas le processus de paix. Mais je crois qu'il faut éviter de faire une comparaison de ce qui se passe dans le camp israélien et dans le camp palestinien. Bon, Israël reste un État démocratique dans lequel il y a un gouvernement, un parlement, la Knesset, une armée qui est au service du gouvernement. Et je ne vois pas tellement les colons, même la frange la plus extrémiste, faire pièce à ce gouvernement israélien. Alors que dans le camp palestinien, enfin dans le camp arabe, je me fais beaucoup plus de soucis dans la mesure où, si l'on voit ce qui se passe dans le monde arabe, qui n'est pas un monde démocratique, en Algérie, au Liban, etc., et les menaces contre Yasser Arafat, maintenant les menaces de mort, il y a le risque beaucoup plus précis que ceux qui s'opposent au processus de paix liquident ceux qui sont en faveur du processus de paix. En Israël, personnellement, étant connu pour mes opinions contre les colons et contre cette frange extrémiste, je dirais qu'elle ne me fait pas peur parce que je pense que le gouvernement et l'armée et l'ensemble des institutions démocratiques d'Israël peuvent faire face à ce problème. Bruno Etienne, vous croyez au risque d'une forme de guerre civile entre Palestiniens ? Tout à l'heure, j'ai pris cet exemple peut-être malheureux de l'Algérie, mais je crois qu'effectivement, il peut se renouveler de la même façon homothétique. Je ne crois pas à la possibilité d'une guerre civile, mais il faut reprendre les concessions qui sont faites. D'abord, Gaza, que moi je connais un peu mieux, c'est pas un cadeau que l'on fait sur le plan d'autonomie. Nous sommes nombreux à penser qu'Israël essaye de se débarrasser de Gaza, sauf que ça posera des petits problèmes économiques parce que tout de même il y a des travailleurs, il y a des légumes, des agrumes, des fraises, etc. Mais Gaza, moi j'ai pu voir comment ça fonctionnait.
il faut que vous compreniez qu'à Gaza, il y a eu une administration ottomane, il y a eu une administration égyptienne, il y a eu une administration britannique, il y a eu une administration israélienne. Et en fait, quand on dit les territoires administrés, on se demande bien par qui. Eh bien, ils sont administrés par les associations islamiques qui ont quadrillé complètement le vide. Et assez curieusement, l'expérience d'autonomie de Gaza a produit, parce que c'est déjà autonome sur le plan administratif, a produit des expériences qui sont absolument irréversibles. Des comités de quartier, des hôpitaux, des fermes modèles. Enfin, c'est très très surprenant la vie à Gaza. Mais c'est moins vrai à Jéricho. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Jéricho, c'est rien du tout. Enfin, là. Mais à Jéricho, il n'y a pas de colons juifs. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde l'a dit là tout à l'heure, les colons dans la bande de Gaza, c'est vraiment tout à fait secondaire. Il y a même quelques colonies qui servent à la spéculation foncière et immobilière et qui sont à peu près vides d'habitants. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est face à un type d'expérience complètement unique. Et là, je suis bien d'accord qu'il y a des processus qui sont irréversibles. Il s'est passé un certain nombre de choses à Gaza qui font que la mise en place de cette autonomie va nécessairement déboucher sur des interrogations qu'actuellement personne ne peut maîtriser, qui tournent autour de quelle va être la nature du futur État palestinien. Et ça, là, on n'y est pas du tout, pas du tout. Et là, alors je réponds oui, il va y avoir de graves dissensions entre les Palestiniens sur ce problème-là. Bruno Etienne, Ilan Grelsamer, merci. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages. Bruno Etienne, Ils ont rasé la Mésopotamie aux éditions Échelle. Et vous, Ilan Grelsamer, donc aux éditions Autrement, Repenser Israël. Merci. On arrête un instant la grande marche de l'histoire pour reprendre, comme chaque lundi, notre baromètre, ou plutôt notre palmarès de ceux qui marquent l'actualité. À tout seigneur, tout honneur, commençons par celui qui chevauche à la crête des sondages. C'est le phénomène de la rentrée, Emmanuel Palacé. Mais quelle est donc la botte secrète d'Édouard Balladur? Avec 61% de satisfaits, selon un sondage IFOP Journal du Dimanche, le Premier ministre frise des sommets historiques. Le record de la 5e République appartient toujours à Jacques Chaban-Delmas, avec 66% d'opinion favorable, mais Édouard Balladur caracole déjà loin devant Jacques Chirac et les premiers ministres socialistes de François Mitterrand. Celui-ci en profite au passage, sa cote de popularité passe de 39 à 44%. Décidément, la seconde cohabitation semble réussir aux deux intéressés. Antoine Wechter, en revanche, est de plus en plus isolé au sein